Il me fallait de la liberté. Je n'aurais jamais pu pour travailler. À travailler pour quelqu'un, j'aurais perdu mon courage, qu'on aurait pu dire, ce type-là vaut rien du tout. Il fallait que je sois mon maître. Absolument mon maître. Bonjour. Nous en sommes déjà à notre dernière émission de Québec pour cette saison. Au cours de l'année, nous avons rencontré des femmes qui nous ont fait part de leurs inquiétudes, de leurs espoirs, mais nous avons très peu souvent donné la parole aux hommes. Et c'est ce que nous ferons aujourd'hui. Nous nous rendrons à Baie-Saint-Paul, chez le peintre René Richard, qui a bien voulu nous raconter sa vie à travers son œuvre. On se retrouve immédiatement après cette pause publicitaire. C'est dans cette maison, bâtie à son image, solide et solitaire, que vit René Richard depuis 1942 avec sa femme Blanche Simon. On a beaucoup parlé et on parlera toujours de René Richard, mais très peu de gens ont la chance de le connaître. Ce travailleur acharné est né en Suisse il y a 83 ans. 14 ans plus tard, il arrive au Canada, où, passionné de la forêt, il commence peu de temps après une vie de trappeur, qui ne sera interrompue qu'au bout de 13 ans, par un voyage en France. Ce fut un grand moment dans la vie du peintre. Encouragé par le secrétaire de la délégation canadienne d'alors, M. Pierre Dupuis, il rencontre le déjà célèbre peintre québécois Clarence Gagnon. Ce fut la grande rencontre dans la vie de René Richard. Clarence Gagnon, à qui il voue une admiration et une amitié sans limite, le convainc de quitter la vie de trappeur et de s'installer au Québec pour peindre. Ce qu'il fera 8 ans après son retour de Paris, non sans avoir pris le temps de retourner trapper dans l'Ouest et de retrouver Dick, son ami trappeur, à qui il doit son surnom de Slim. Pendant la première partie de l'entrevue, René Richard nous parle surtout de ce séjour de 3 ans à Paris, de son amitié pour Clarence Gagnon. Je vous laisse jouir de tous les instants de cette rencontre exceptionnelle avec le peintre René Richard. Alors, quand j'ai rencontré Clarence Gagnon, j'ouvre sa porte. Je vois toujours ce petit homme, il n'était pas grand, à peu près 5 pieds 5, 6 pouces. Un sourire moqueur sur les lèvres. Tout le temps. Il avait toujours ce petit sourire naturel chez lui. Alors, je lui explique que c'était Pierre Dupuis qui m'avait conseillé de venir le rencontrer. Et puis, que vous pourriez me donner des bons conseils. Alors, il m'a dit, rentrez, venez vous asseoir. Alors, il appelle sa femme, qui s'appelle Lucille. Il dit, Lucille, fais-nous une bonne tasse de café avec des rôtis. On va jacasser. Alors, je lui ai montré quelques dessins que j'avais faits. Il ne m'a pas dit un mot. Il a dû dire ça. C'est peut-être un type qui ne fera jamais rien. Je calcule que ça devait être sa première impression. Mais il m'a montré de ces choses, des petites pochades qu'il avait. J'ai trouvé ça merveilleux. Et puis on s'est mis à parler. Puis je lui ai dit que j'avais été aux Beaux-Arts pour essayer d'aller faire des études là, puis il m'avait foutu à la porte, parce que j'avais passé l'âge. Je lui ai dit, je regrette d'avoir pas employé ce langage-ci, florissant qu'un trappeur sait employer pour envoyer un homme au diable. Qu'on n'ose pas le dire ouvertement dans la civilisation parce que ça cognerait l'oreille dure du monde. Il m'a dit là-dessus, c'est pas les beaux-arts qui fait un homme. C'est ce qu'il y a ici. Le désir de travailler, le désir d'aller d'en avant, puis de toujours travailler énormément, d'étudier, puis d'essayer de comprendre. Alors il m'a dit, écoutez, allez, je vais vous faire avoir une passe pour aller au Louvre si vous désirez aller copier les vieux maîtres. Moi, le copiage, ça ne me disait rien. Et puis je vous ferai avoir une passe aussi pour aller au Jardin des Plantes. Il y a des animaux, il y a toutes sortes de choses que ça vaut la peine de dessiner.
Elle m'a dit, vous pouvez aller avec votre cartable, c'est ouvert, du moins que vous avez une passe. Le matin, il y a des artistes qui vont là, des sculpteurs, des artistes. Ils vont là et travaillent là. L'après-midi, vous n'avez plus le droit d'aller là, mais le matin, c'est à vous. Du moins que vous avez une passe. L'après-midi, ben, c'est pour le public. Alors, tous les matins, j'allais dessiner là. Quand il pleuvait, il me disait, allez à l'académie, soit de la Grande Chaumière ou la Colarossi, qui était tout près de chez moi. Il me disait, faites du dessin là. Puis il dit, je vous conseillerais de faire le dessin de 5 minutes. Le dessin de 5 minutes, c'est le nu. Mais les poses changent à tous les 5 minutes. Puis il dit, apprenez à travailler vite. Vous allez voir que, il dit, vous me donnez l'impression d'un type excessivement nerveux. Alors, vous allez aimer travailler vite. Vous allez saisir des choses en grande vitesse que vous ne pourrez jamais saisir autrement. Alors, je vous conseille. Alors, quand il pleut, allez à l'académie et puis dessinez. Ces dessins rapides. Faites-en, faites-en. Tant que l'après-midi dure, travaillez là. Alors, je l'écoutais parce que son travail m'impressionnait. Mais moi, par la suite, j'étudiais autant son travail que lui m'étudiait. Je voulais d'abord savoir si il méritait que je m'intéresse à lui comme un professeur. Je ne voulais pas être sous la tutelle d'un homme qu'on me dit qu'il est bon, mais qu'il ne vaut rien. Mais plus je le connaissais, plus j'avais de l'admiration pour lui. Et puis j'ai vu encore, il y a 2 ans passés, un type qui est venu montrer 2 petites pochettes de Clarence Gagnon. Moi, j'aurais donné 10 000 $ pour chacune de ces 2 pochettes pour les hommes. Mais je sais que le type ne les aurait jamais vendues. Il n'a jamais voulu s'en séparer. Puis il n'était pas signé. Puis il est venu me voir si je pouvais l'identifier. Mais je dis, ça m'est bien facile. Je l'ai vu assez longtemps accroché dans son studio. Parce que j'allais souvent chez lui. Et puis la première année, il était déçu de ce que je faisais. Je le voyais. Il ne disait rien du tout. Mais je le voyais qu'il avait comme un dégoût de ce que j'avais fait. Mais la deuxième année a changé du tout au tout. Je commençais à s'intéresser à ce que je faisais. Et puis même, il a été bien bon pour moi parce que c'était un aide efficace et puis en même temps une grande utilité pour moi et puis en même temps un grand ami. Parce que c'est pas n'importe qui a la chance dans les jeunes de rencontrer des gens de haute valeur. Puis c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors lui, quand je suis parti dans les Alpes, je suis revenu avec une quantité de dessins. Ah, là, il a pris intérêt à ce que je faisais. C'est là qu'il a commencé à réellement s'intéresser à ce que je faisais. Des paysages. Et puis, il n'essayait pas de me donner des directives, comment faire ceci ou ça. Il disait, allez par vous-même, mais venez me montrer ce que vous faites. Puis il me conseillait. J'écoutais ses conseils parce que c'est un homme que j'aimais beaucoup, parce que je trouvais que sa façon de parler, et puis de ce que je voyais qu'il avait fait, ça m'intéressait, ça me passionnait. Mais je me disais, est-ce qu'un jour, est-ce que je vais changer mon fusil d'épaule, ignorer ce qu'il fait? Ça peut. Je vais le voir, je vais le savoir. Mais plus j'allais de l'avant, plus j'admirais ce qu'il faisait. Et puis des fois, on allait ensemble visiter des galeries. Alors j'écoutais sa critique. Ça m'intéressait. La critique des choses qu'on voyait. Étiez-vous très influencé par lui au niveau de votre production à vous? Bien, j'ai fait des tableaux qui lui ressemblaient à ces choses parce que je me souviens qu'une fois, j'avais un tableau que je reniais l'avoir peint moi-même. Il n'était pas signé. Puis la personne qui est venue m'a dit, c'est vous qui avez peint ce tableau-là. Un tableau à peu près comme ceci. Puis je dis, j'ai jamais peint ça. Puis il dit, c'est un Gagnon. C'est curieux que Gagnon n'a pas signé son nom.
Il me dit non, il dit c'est vous. Puis elle m'a dit je vais vous faire comprendre que c'est vous parce qu'il dit c'est une de mes tantes qui me l'a légué à sa mort. Et puis c'est elle qui était venue vous voir pour vous demander un tableau. Elle vous avait donné une photographie qui représentait le vieux Baie-Saint-Paul. Et puis elle vous a demandé d'en faire une composition avec ça, avec les montagnes. Et puis, alors j'ai dit c'est vrai. Vous avez raison. C'est en effet moi. Alors voyez-vous, il y avait une forte influence de Gagnon. Et puis quand, 2 jours après, j'ai eu la visite de Lorne Bouchard, puis il regarde mon tableau, ben il dit, t'as un beau Gagnon, là. Voyez-vous, tout en étant influencé par Gagnon, je faisais des bonnes choses. Monsieur Richard, vous souvenez-vous du premier tableau que vous avez vendu? Je peux vous dire que j'ai été 15 ans sans vendre une chose. C'est long. Et puis, pas pour moi, c'était pas long, parce que je calculais, quand je me suis décidé réellement de faire un artiste, de ne jamais vendre une chose. Et même de jamais sortir des bois. De me bâtir un beau grand camp quelque part en forêt, une belle grande fenêtre, trapper l'hiver pour gagner ma vie, puis voyager avec mon canot en été, me ramasser des notes, des dessins, puis l'hiver me faire des tableaux dans mon camp, vivre une belle vie tranquille de la forêt, rencontrer l'été des Indiens, et puis souvent des Indiens me disaient quand ils passeraient par chez moi, je leur demanderais de poser pour moi, je pourrais faire des tableaux, pour même jamais vendre quoi que ce soit, vivre ma vie des bois. Je mettrai la forêt pour en sortir. Celui qui m'a réellement sorti des bois, je le dois encore à Clarence Gagnon. C'est lui qui m'a écrit, on s'écrivait de temps en temps. Puis il me disait, Richard, c'est pas rien que l'été qu'il faut peindre. Il faut pouvoir peindre 12 mois par année. Puis vous serez obligé d'arriver à vendre vos choses. C'est normal, ça. Un musicien vend sa musique quand il donne un concert. C'est pour ça qu'il peut donner des concerts. Vous verriez un musicien qui a développé une main depuis l'enfance, est obligé de travailler un travail dur, soit dans un chantier ou quelque chose d'autre, pour gagner sa vie, pour continuer sa musique. Il n'arriverait jamais à faire un bon musicien. Parce qu'il n'aura jamais acquis une souplesse, ou s'il a acquis une souplesse dans son enfance, il va la perdre en faisant des durs travaux. Un musicien n'a pas le droit de briser ses mains. Alors c'est en pensant tout ça que vous êtes décidé à vendre. C'est ça. Ça a été dur? Alors là, non, parce que du moment que ça venait de lui, je l'écoutais. C'est comme ça que je suis venu dans l'Est. Puis c'est comme ça, pour finir, que je suis venu à Baie-Saint-Paul. Depuis 35 ans maintenant? Depuis 1940. Et puis là, je me suis mis à dessiner tout ce qui me passait par la tête de souvenirs du Nord, que je n'avais pas pu le faire dans mes voyages. Alors ça, je me disais, ça sera tout du matériel qui me sera utile pour créer mes tableaux. Parce que tous mes tableaux, mes grands tableaux du Nord, ce sont toutes des compositions. Toutes des compositions du premier au dernier. Parce que toutes les petites peintures que j'ai eu faites comme ceci, du Nord, je les avais toutes données à des gens et puis détruites. Détruites. Je me disais, c'est du travail de commencement, ça n'en vaut pas la peine. Alors, puis Vous faisiez ça sur quoi, M. Richard? C'est les petits panneaux en bois. Sur des panneaux en bois? Les petits panneaux que j'avais fait moi-même, les petits panneaux. Et vous n'en avez pas gardé pour vous? Vous n'en avez plus? Non, je les ai tous donnés. J'en ai gardé quelques-uns, et puis j'ai fini par les donner même une fois arrivé ici. Même une fois arrivé ici. Mais j'ai gardé, par exemple, les notes que j'ai faites ici de dessin pour mon travail. Mon travail, ça j'ai gardé ça. Ça m'a été excessivement utile. Excessivement utile. Alors, je crois que si j'ai écouté tous les conseils de Clarence Gagnon, c'est parce que je réalisais la valeur de cet artiste. Et puis en même temps, j'avais facilement accès à son studio. C'était rare. Pendant qu'il peignait un tableau, il me laissait regarder ses pochonnes. Il en avait une armoire partie de ses petites pochonnes. Puis il me voyait les prendre avec tant de délicatesse, sans jamais poser un doigt sur une de ses pochonnes. Il me laissait les regarder et puis les replacer. Il savait que je regardais ça religieusement.
Richard avait toujours trappé pour vivre. L'influence, la correspondance avec Clarence Gagnon dans l'Ouest le convainc de peindre 12 mois par année. Il s'installe à Baie-Saint-Paul en 1942. Ses moyens financiers ne lui permettant pas de renouveler ses tubes de couleur ni de se procurer du véritable papier à dessin, c'est sur du papier d'emballage et avec des crayons de couleur que sont exécutées les œuvres de cette époque. De 1950 à 1965, c'est la période des grands formats et la série des tableaux à l'huile sur le Grand Nord. Nous retournons chez René Richard pour l'écouter nous parler de cette époque. Monsieur Richard, est-ce que c'était difficile ces 3 années-là à Paris? Vous aviez... Ah non, c'était des belles années, les plus belles années que j'ai vécues dans une ville, parce que j'étais à Paris, c'était pour réellement faire contact avec les choses que j'aimais le mieux au monde. Ce qui m'a poussé d'aller à Paris, moi, c'était pas la ville de Paris, mais j'avais rencontré un Français qui m'avait parlé des magnifiques tableaux qu'on pouvait voir dans des galeries. C'est ça qui m'a poussé d'aller à Paris. Mais il fallait vivre, ça prenait un peu Simplement, d'argent. quand j'ai vu ça, j'ai vu ce qui s'était fait, je me disais à moi-même, maudit fou. C'est ce que tu viens faire ici à Paris, c'est bien mieux de retourner tendre des pièges dans le Nord, c'est là que t'appartiens. Mais pour vivre là-bas, ça prenait un peu d'argent, Monsieur Richard? Oui, mais je vivais bien simplement. Oui. Je faisais ma popote moi-même, vous savez, sur une petite lampe à alcool. Oui. Alors, je vivais bon marché. Puis la vie à cette époque-là était 50% meilleur marché qu'ici au Canada. Et comme j'avais gagné mon argent durement pendant des années, à mettre de côté de mes tours de chasse dans l'ombre, alors j'ai dépensé de la même façon aussi durement, sans jamais acheter quoi que ce soit qui ne m'était pas d'une stricte utilité pour mon travail. Mais alors vous l'avez tout dépensé, votre argent là-bas? J'ai tout dépensé jusqu'au dernier sou. Et même c'est une charitable personne qui m'a prêté l'argent pour venir en Amérique. Et qu'est-ce qu'on fait quand on revient, pas d'argent, qu'on veut peindre, qu'on a des couleurs à s'acheter? Voilà, là, je vais vous dire comment ça s'est passé. D'abord, Clarence Gagnon m'avait donné des couleurs. Puis il m'avait donné de la toile. Et puis il m'a dit, que j'avais trouvé une personne qui m'avait prêté l'argent pour m'en aller retourner. Mais il m'a dit, en arrivant à New York, vous ne pourrez pas débarquer si vous n'avez pas au moins 50 $ dans vos poches, parce que vous n'avez pas un sou, ils ne laisseront pas passer. Alors il m'a donné 50 $. Il m'a dit, tenez, prenez ça, et vous en aurez besoin. Puis ça m'a été en effet utile. C'est là que j'ai vu quel homme il était. Mais il avait confiance en moi. Il m'a dit, rappelez-vous de ceci, si vous allez avoir des moments de découragement, parce que vous serez un petit peu dans les bois, comme on dirait une plante de jardin qu'on va transplanter en forêt. Vous ne trouverez personne à qui demander conseil, personne pour vous donner un conseil, parce que vous rencontrerez que des trappeurs, des Indiens, qui connaissent ni A ni B dans ces choses-là. Alors ça sera dur, ça sera tenace. Vous allez connaître des moments de découragement, mais quand vous serez découragé, faites que ça ne dure pas plus que 2 heures. Ça veut dire que c'est un combat. Il ne faut pas se laisser décourager. Parce que si vous découragez, vous êtes fini, vous allez retourner à la vie sauvage. Vous aurez perdu votre temps. Je l'ai écouté. Parce que j'ai vu que tous ces conseils, c'était comme quand le roi Midas touchait quelque chose, ça revirait en or. Et pour moi, c'était de l'or bien plus que l'or de Midas. Et le découragement dans une carrière comme la vôtre, là, ça arrive par période. Est-ce que ça abat? Non, c'est-à-dire, j'étais très pessimiste. On me disait que j'étais pessimiste. Mais je crois que mon pessimisme m'a beaucoup aidé. Ah oui. Parce que je sous-estimais énormément ce que je faisais. C'était ça mon pessimisme. Ça me faisait combattre plus fort encore que jamais. Tandis qu'un autre pessimiste, il y a différentes sortes de pessimisme. Un autre fait rien parce qu'il a peur de se lancer dans quoi que ce soit, puis à la fin du compte, il fait rien. Mais moi, le pessimiste, j'étais pessimiste à propos de mon travail. Je me disais, ça n'a pas de sens ce que je fais. Vous n'étiez pas satisfait de vous? Jamais j'étais satisfait de ce que je faisais. Et maintenant? C'est pour ça que j'en ai tant détruit de mes choses que j'aurais jamais dû détruire. Puis Gagnon m'avait averti de rien détruire. Mais là, la seule fois que je ne l'ai pas écouté, j'aurais dû l'écouter. Vous le regrettez?
Mhm. Et maintenant, monsieur... Même ici, quand j'ai travaillé, j'ai fait une série de dessins au crayon de couleur. Et puis, je les avais jetés dans un coin de mon studio. Puis un jour, il a passé un type du groupe de 7 de Toronto. Puis il voit mes dessins dans un coin à terre. Puis là, en ramassant un peu, il me dit, Richard, il dit, prenez bien soin de ces dessins-là, vous avez des bons dessins. Là. Il m'en a acheté un tout de suite. C'était le premier à qui voyait mes dessins. Le premier. Ça, c'est les dessins que vous faisiez avec les crayons de couleur. Les crayons de couleur. Et Cette période de crayons de couleur s'est faite autour de 42-43. C'était par choix ou par obligation? J'ai travaillé tous les jours, peut-être quasiment pendant un an de temps, rien que ça. Parce que vous n'aviez pas de... Vous ne pouviez pas vous acheter... J'avais pas de couleur, j'avais pas d'argent pour m'acheter de la couleur, mais j'avais des crayons. Alors, mais ça a été une bonne chose. C'était des bons crayons, une sorte de crayon de turquoise. La preuve, c'est que ces dessins, je les ai faits, ça fait au-dessus de 35 ans passés, puis ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé. Mais vous préfériez faire des huiles que faire... Ben, j'aimais les huiles, mais j'avais pas le moyen d'acheter des tubes de couleur. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je voulais pas arrêter. Tout comme j'ai eu des périodes de noir et blanc en 30 et 40, que j'étais obligé, et je pouvais pas arrêter de peindre, mais je faisais du noir et blanc, je faisais des portraits, j'aimais beaucoup le portrait. Je faisais des portraits en grand comme ceci, j'avais une belle planche à dessin bien organisée, et puis je collais tout le tour mes papiers pour qu'ils restent bien tendus, parce que quand vous travaillez dehors, puis qu'il y a un peu de vent, ça vous arrache votre papier. Alors je faisais des tableaux comme ça, puis je les donnais aux gens qui posaient pour moi, parce que je ne pouvais pas les payer. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Il y en a qui les ont peut-être gardés, peut-être d'autres qui les ont déchirés. C'est possible. Mais c'est possible qu'il y en a qui les ont gardés. Et puis dans ce temps-là, le portrait était beaucoup plus intéressant qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, toutes les femmes par la mode se ressemblent. Dans ce temps-là, ils s'habillaient n'importe comment. C'était tous des femmes de colons ou des filles de colons, habillées n'importe comment. Et puis qu'on sentait déjà la difficulté de la vie écrite dans leur physionomie. Alors c'était des portraits fantastiques. On peut presque dire que chaque personnage qu'on rencontrait parmi ces colons-là, c'était des personnages à part. On ne voit plus ça aujourd'hui. C'est fini. Mais la nature, les paysages vous inspiraient plus que les visages? Bien, j'aimais le paysage parce que le paysage, eh bien, il posait pour moi sans me demander une scène. Voilà la différence. Quand vous avez rencontré votre femme, vous avez eu le goût d'en faire un portrait? Ah oui, j'ai fait son portrait, un dessin d'elle, aussitôt, 10 jours après que j'arrivais ici à Baie-Saint-Paul. C'est Clarence Gagnon qui m'avait conseillé ici dans la famille Simon, que lui avait resté dans la maison avec lui. Est-ce que c'était ici? Ici. C'était ici. Exactement. Oui. Alors, elle avait justement un costume breton qu'elle avait employé dans une pièce théâtrale. Alors, je lui ai dit, Mademoiselle Simon, voulez-vous me donner une pause? Je vais faire votre dessin. Et puis j'ai cherché à le vendre, ce dessin-là, à une exposition de quelques dessins, en noir et blanc. Je n'avais pas d'autres matériaux. Alors, j'ai demandé à celui qui s'occupait de la Galerie des Arts, un nommé Paul Rainville, à Québec. Il dit, Monsieur Rainville, pourquoi avez-vous refusé d'acheter ce portrait-là que j'ai fait, de Mademoiselle Simon? J'ai jamais voulu l'acheter parce que j'ai calculé que c'était pas une chose à vendre. Vous devez le garder chez vous, accroché au mur dans la maison et jamais le vendre. Voilà pourquoi. Mais j'ai dit, je vous en remercie profondément. Parce que c'était la dernière des choses que j'aurais aimé vendre, mais on était dans une situation, il n'y a pas à dire, il fallait quelque chose. Vous avez bien fait, vous l'avez marié par la suite, vous l'avez épousé. Le portrait est toujours là. Vous l'avez déjà vu, ce portrait? Là? Oui, et votre femme est toujours belle. Oui. Vous avez vu le dessin en noir et blanc, là, dans ça. Souvent, quand Clarence Gagnon est venu plus tard, il venait prendre des vacances quand il était revenu d'Europe.
Il venait là, il emmenait toujours quelqu'un pour voir ce dessin-là. Il aimait beaucoup ce dessin-là. Monsieur Richard, on parlait d'argent, de vos difficultés, mais ça ne semble jamais avoir été une préoccupation première pour vous. Non, ça n'a jamais été le manque d'argent n'a jamais été un grand souci pour moi parce que ça a été peut-être une des plus belles périodes de ma vie. Parce que tant que je pouvais travailler, et puis quand je voyageais à travers le Nord, j'étais sûr d'avoir du manger. Il y avait du poisson partout, tous les lacs étaient poissonneux. Le soir, je tendais mon filet, puis je prenais un poisson. Des fois, un poisson tombait dans mon filet en le mettant à l'eau. Alors j'entendais une secousse, je sortais mon filet, j'avais mon poisson. J'avais de la viande pour une journée d'avance devant moi. Oui. Puis de la galette, je mangeais de la galette, tout ça. J'avais un peu de sucre, et puis de la graisse. Alors voyez-vous, j'étais pas malheureux. Une autre rencontre importante pour René Richard fut celle avec Marc-Aurèle Fortin à Baie-Saint-Paul. Il nous en parlera tout à l'heure. René Richard nous a confié que ses plus beaux étés furent ceux passés le long des rivières du Nord, mais que son plus bel hiver fut celui qui vient de se terminer, parce qu'il lui a permis de travailler à la recherche, ce qu'il souhaitait faire depuis longtemps. Le résultat, une technique nouvelle, fascinante de jeunesse et de couleur, ce qui ne l'empêchera pas de continuer à chercher, d'aller jusqu'au bout de son art. Pour René Richard, beaucoup reste à faire. On parlait tout à l'heure des grandes rencontres, des rencontres importantes dans la vie d'un homme. Dans la vôtre, il y a eu aussi Marc-Aurèle Fortin. Ah oui, j'ai eu bien du plaisir à connaître Marc-Aurèle Fortin. C'était à quelle époque, M. Richard? Ça, c'est... C'est-à-dire, je vais vous dire une chose, la première fois que j'ai vu une chose de Marc-Aurèle Fortin, je ne savais même pas qu'un nommé Marc-Aurèle Fortin existait. C'était en 1938. Quand je suis arrivé puis visiter la galerie au musée provincial, ici à Québec, j'ai vu un tableau qui m'a fort impressionné. Puis c'est là que j'ai vu marqué Marc-Aurèle Fortin. Je me disais, voilà un homme que j'aimerais rencontrer. Puis c'est comme ça que c'est donné que je l'ai rencontré. Puis il est venu rester ici. Il est venu rester un mois chez nous, ici. Puis là, j'avais, à cette époque-là, on avait hypothéqué la maison pour faire l'achat du théâtre, qui était une bâtisse abandonnée. Alors, quand il pleuvait, on allait travailler là. Moi, j'allais peindre, et puis lui retouchait ses tableaux qu'il avait peints. Retoucher. Retoucher, c'est là qu'il disait que quand on fait un tableau, il n'y a pas à dire qu'il faut le retoucher. Mais c'était sa façon à lui. Hein. Alors, je le regardais faire, là, puis sa façon de... Mais toujours, il remettait rien que du noir. Il touchait avec rien que du noir. Puis il faisait produire des clairs-obscurs dans ses tableaux. C'est incroyable avec quelle facilité il me donnait l'impression d'être réellement un vrai génie, vous savez. Puis vous voyez son tableau se métamorphoser sous vos yeux. Vous aimiez travailler côte à côte, vous travailliez parfois ensemble? Non, je n'allais jamais peindre avec lui, il allait peindre de son bord, on partait des fois ensemble le matin, puis il allait d'un côté, puis moi j'allais de l'autre. Et puis, mais, quand il arrivait, même une aquarelle, il retouchait son aquarelle avec un crayon noir. Là encore, il y mettait la plus formidable étincelle de génie qu'on puisse imaginer. Ça changeait son aquarelle ou son tableau complètement, ce qu'il retouchait. Et est-ce que c'est un peu à partir de ces moments-là que vous-même, par la suite, vous avez également... Fait continuellement, vous retouchez aussi vos tableaux? Non, ça n'avait rien à voir parce que Marc-Aurèle, on ne sent pas l'influence de Fortin dans mes choses. Non, pas du tout. Non, j'avais ma ligne de conduite à suivre, mais ça m'intéressait. Comme là, j'ai beaucoup aimé les choses du groupe de 7, même j'ai des livres. J'ai eu des livres du groupe de 7 à côté de moi tout l'hiver pendant que j'ai fait ces choses-là. Pourtant, il n'y a rien du groupe de 7 là-dedans. Non, mais on aime voir les œuvres des choses. Monsieur Richard, vous préférez, je pense, réfléchir, travailler et vivre seul, en solitaire. La solitude, ça fait partie de vous. La solitude est très importante, mais naturellement, il y a solitude et solitude. Il y a des êtres qui veulent vivre solitairement parce qu'ils sont à moitié fous, ils ne peuvent pas rencontrer quelqu'un.
Mais je trouve que les jeunes qui se groupent d'artistes, c'est pas bon. Pourquoi? C'est très mauvais, parce qu'ils s'influencent les uns des autres. Et puis perdent leur temps à blaguer plutôt qu'à travailler. Faire de la recherche. Alors quand on est tout seul, on pense beaucoup plus. Quand on est tout seul. Quand on va en groupe, eh bien, il y en a un, par exemple, qui est peut-être meilleur que les autres le copient. C'est très mauvais. Hein? J'ai remarqué comme Albert Rousseau, qui a fait école, et puis il donnait des leçons. Eh bien, beaucoup, à un moment donné, c'était tous des petits Rousseau, des mauvais Rousseau. Quand il changeait sa technique, c'était encore la même chose. Eux aussi changeaient de technique, c'était encore des mauvais Rousseau. Alors moi, j'avais dit un jour à Albert, j'ai dit, Albert, si j'étais toi, moi, je ne ferais pas école. C'est bien mieux rester par toi-même, tu feras peut-être moins d'argent, mais parce qu'il y a eu des moments où il y avait des techniques réellement extraordinaires. Et puis il changeait parce que ses élèves le copiaient. Mais s'il n'avait pas eu d'élèves, il aurait peut-être resté dans ses meilleures périodes qu'il avait. Vous n'avez jamais eu, vous, Non, le goût de... jamais voulu d'élèves. Comme il y en a qui disaient à la télévision que Bluto était un de mes élèves, ou des autres, jamais été d'élève. Ils voulaient se donner de l'importance en disant qu'ils avaient été mes élèves. C'est tout de la blague. C'est tout de la blague. Vous croyez que... J'ai jamais voulu avoir d'élèves, du reste, j'ai toujours voulu ma liberté. Si je voyais une journée qui me plaisait pour aller peindre un tableau, bien, je sautais dans mon bazou, mes couleurs, tout était prêt, puis je m'en allais ici autour. Quand j'allais peindre ici autour du pays. Quand il y avait des scènes qui... J'étudiais... Comme aujourd'hui, ça m'aurait rien dit. J'aurais jamais voulu dépenser un sou de couleur à une journée comme aujourd'hui. Mais quand il y a quelque chose, un jeu intéressant, alors là, j'étais libre. Puis si vous donnez des leçons à quelqu'un, bien vous êtes assujetti, vous allez peut-être faire de l'argent, mais l'argent, ça ne fait pas l'artiste. L'artiste doit se développer seul, sa personnalité à gagner, à se développer seul. Vous pensez que j'aime même pas mieux voir mon tableau là que j'ai fait que d'avoir mis un certain montant de quelques $1000 dans mes poches, je n'aurais pas d'avoir fait ça. Mais la solitude... Parce que là, c'est du travail de recherche que j'ai fait là. C'est ça qui me plaît énormément. De différent de tout ce que j'ai fait, parce que c'était mon goût de le faire. Mais pensez pas que j'ai jamais pensé à Saint-Saëns quand j'ai fait ça. Parce qu'il y en a encore déjà voulu me les acheter, ces tableaux-là. Je n'ai jamais voulu en laisser aller un. C'est ça la liberté, M. Richard? Pardon? C'est ça la liberté? Ah, c'est ça la liberté. J'ai dit, je suis né libre, puis je veux tâcher de mourir libre, malgré tout qu'aujourd'hui, on est des numéros. Hein? Dans la vie actuelle, on est des numéros. Mais vous n'avez pas l'impression, vous, d'être un numéro? Oui. J'ai l'impression que je suis un numéro malgré tout. Hein? À cause du marché Il faut des que je tableaux? m'occupe de mes impôts. Il faut que le gouvernement... Je ne voudrais pas que personne s'occupe de moi, mais le gouvernement s'occupe de moi. Puis toutes sortes de choses comme ça. Que je déteste, obligé de le faire par un autre, ça me coûte peut-être beaucoup plus cher, mais au moins, je ne sais pas même faire une facture. On me dirait de faire une facture, je ne saurais même pas la faire. Mais je ne veux pas apprendre à la faire. C'est quelque chose, c'est une horreur pour moi, ces choses-là. Je les fais faire par quelqu'un d'autre. Vous savez que vos tableaux se vendent et comment acceptez-vous justement d'être, si vous voulez, numéroté, mesuré au pouce carré ou enfin... Non, j'ai deux marchands à Montréal. La Galerie Castel dans Westmount et puis Klinkoff. Klinkoff, j'ai fait des affaires avec lui, ça fait une vingtaine d'années. Avant, je faisais des affaires à Québec avec Zenetin, je ne sais pas si vous le connaissez, la Galerie Zenetin dans la cour de la Fabrique, et puis Madame Morancy. Je faisais des affaires avec eux. Et ça, vous voulez vous en occuper le moins possible? Depuis 7-8 ans, j'ai plus fait aucune affaire à Québec. Pas parce que je désirais pas faire d'affaires avec Québec, c'est parce que ça s'est donné comme ça. Je suis tombé malade du cœur et puis ça m'a beaucoup embêté. Beaucoup embêté. J'avais pas le goût de travailler, puis quand j'essayais de travailler, ça marchait mal. J'étais faible. Mais j'allais toujours dans mon studio, puis je regardais des dessins, pour toujours rester au contact avec mon travail. Puis je me disais, si je peux revenir bien, il faut que je fasse encore un nouvel effort. Puis c'est là, quand je me suis senti mieux,
Mais que M. je Richard, réfléchis fort. quand vous êtes un solitaire et vous savez que votre réputation est faite comme celle d'un homme qui est farouchement attaché à son intimité, à sa solitude, mais est-ce que vous sentez que bien des jeunes peintres, ou enfin des apprentis peintres, voudraient profiter de vos conseils, de vos leçons, et ça ne vous ennuie pas de ne pas communiquer autant qu'ils le souhaiteraient? Non, ils viennent rarement me voir. Et puis j'aime mieux être tranquille, vous savez. Je préfère la tranquillité avant tout. Avant tout. Vous m'avez confié que pour des raisons de santé, vous avez pris ça un peu plus calmement, vous vous êtes reposé. Mais ce dernier hiver, vous avez travaillé beaucoup. Oui, beaucoup, c'est-à-dire d'une façon très irrégulière, vous savez. Je travaillais que quand ça me le disait. Et surtout le soir. C'est le soir que je me sentais le mieux. Et du reste, dû au cœur, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais plus fatigué le matin et je prenais de la vie vers le soir. Est-ce que je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais je me sentais le goût de travailler quand le soir approchait. Et puis, mais je pensais quand même au travail que j'allais faire dans la journée, continuellement. Je vivais toujours avec mon travail. Mais les jeunes, vous parliez des jeunes. Mais moi, je crois que c'est une époque qui est très difficile pour les jeunes aujourd'hui. Peut-être une des époques les plus difficiles que j'aurais connues, parce que c'est trop facile pour eux. Vous comprenez ce que je veux dire? On leur donne facilement des bourses, on leur donne des chèques facilement pour vivre. Tout ça, ça affaiblit le caractère d'une personne. Ça nous mène tranquillement, ça peut nous mener vers une déroute avec le temps. Moi, il me semble que depuis que j'ai vécu, depuis que j'étais jeune, j'ai étudié chaque décade que j'ai vécue, puis comparer une décade à une autre, comparer une décade. Puis il me semble que depuis notre dernière grande guerre qu'on a eue, il se passe quelque chose de nouveau qui est trop facile, et puis que la télévision éloigne les gens des uns des autres. À la place, quand je suis arrivé à Baie-Saint-Paul, moi, la télévision n'existait encore pas ici. Eh bien, il se faisait des petits rassemblements de famille. Des uns chantaient, un autre peut-être apportait son violon, et puis jouait. Et puis, il y en a qui jouaient aux cartes. Ça faisait des petits groupes qu'on se rencontrait. Ça n'existe plus aujourd'hui. Ils sont collés devant leur télévision, puis ils ne se fréquentent plus. Alors, ils vivent isolés les uns des autres. Et puis, je vois souvent des femmes qui prennent leurs petits-enfants, qui sont des petits affaires de même, pour les calmer, ils ouvrent la télévision, puis ils le foutent là-devant. Puis lui est accroupi là-devant, puis il regarde ça. Alors, l'enfant ne reçoit plus l'éducation de la mère qu'il devrait recevoir. Quand il va à l'école, mais elle est déjà embrouillée par toutes ces choses-là. Alors, ça donne une tâche supérieure peut-être au maître d'école, ou aux maîtresses d'école qui s'en occupent, qui peut-être qui s'aperçoit que les enfants prennent peu d'intérêt à l'étude. Du reste, sont rares quand vous voyez un jeune, ça m'arrive des fois de leur demander, qu'est-ce que tu désires faire dans la vie? C'est rare qu'on en rencontre un qui a une idée définie de ce qu'il va faire. Vous avez peur que ça enlève le goût du travail? Vous avez peur qu'à votre âge, par exemple, ils ne puissent pas faire ce que vous avez fait cette année, la recherche constante? Bien, c'est ça. C'est-à-dire qu'il doit y en avoir chez des jeunes qui ont une idée fixe dès le début de leur vie. Un amour d'une chose. Puis quand on a un amour de faire une chose, il ne faut pas que ce soit l'amour de l'argent. Naturellement, il peut faire un bon commerçant, puis faire des millions. Mais après tout, 1 million, pour moi, ça ne vaut pas un beau tableau qu'un artiste a peint. Parlez-moi de votre hiver, monsieur. Voyez-vous, vous prenez par exemple comme Guité, il a donné sa collection à une galerie en Californie. Hein. Mais à la fin du compte, il n'a rien donné. C'est ce que les artistes ont peint qui ont été donnés. Quand il a donné une collection, il a donné de l'argent.
Mais c'est la collection, ça représente, ceux qui vont la voir disent, tiens, ça c'est un tableau, c'est un Van Gogh, ça c'est un Cézanne, ça c'est un Michel-Ange, ou ceci, ça. Hein? C'est ça qu'on va voir. On ne pense pas à l'argent que... Monsieur Richard, j'aimerais que vous me parliez du dernier hiver que vous avez vécu, de la nouvelle recherche que vous avez faite, d'une technique qui semble enfin différente de ce que vous avez fait à date. J'aimerais que vous m'en parliez un petit peu. Ça, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile de réellement l'expliquer. Mais comment expliquez-vous que vous avez eu le goût de chercher encore? C'était probablement un dernier désir de... C'est peut-être quelque chose qui pouvait dater déjà depuis longtemps sans réellement m'en rendre compte. Mais quand je suis tombé malade, que j'ai dû forcément quitter mes pinceaux, eh bien, j'ai commencé à... Je me levais souvent. Ma femme me disait, tu ne devrais pas marcher. Mais je disais, si je ne marche pas à mon âge, je ne suis pas bien, là, je ne pourrais plus marcher. Il faut que je marche tous les jours un peu, obligatoirement, pour rester debout. Alors là, je me suis mis à songer, si j'essayais de recréer quelque chose de nouveau, oublier ce que j'ai fait, puis de me relancer dans quelque chose de nouveau. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Alors, j'avais aucune idée réellement qu'est-ce que j'allais faire, mais il fallait du nouveau. Même si ça serait rien du tout, du nouveau. Essayer de retrouver des nouvelles techniques, nouvelles formules, essayer de désapprendre ce que j'ai appris. Pour ça, je disais, je cherche à désapprendre pour apprendre. Et vous êtes satisfait du résultat de ces recherches-là? Pardon? Vous êtes satisfait du résultat? Ah oui, on est satisfait jusqu'à un certain degré, mais on aimerait toujours aller plus loin. Hein. On arrive, en réalité, même quand notre vie se termine, la nature nous fait voir que rien se termine. C'est continuellement une avance à travers le temps. Hein. Comme Einstein disait, il disait, si on pouvait partir en ligne droite comme ça, tout le temps faire une ligne droite, on reviendrait frapper notre dos en arrière peut-être après des millions et des millions d'années. Il avait raison. Comme disait à quelqu'un, on ne trouvera jamais comment ça a commencé et puis ni comment ça finit. Il dit, prenez un cercle, il dit, faites un beau cercle, bien rond là. Quand vous aurez trouvé où commence le cercle, ça veut dire que vous ne le trouverez jamais. Peut-être que le Dieu que vous adorez ne le connaît pas lui-même. Parce qu'il était réellement un Dieu, il doit faire de la grande recherche aussi. Ou alors il est bien malheureux. C'est lui qui serait, s'il savait tout, c'est lui qui serait le plus malheureux de tout ce qui vit. Parce que tout ce qui vit bouge puis avance. Monsieur Richard, vous semblez très calme, vous semblez très serein. Est-ce que l'ambiance ici y est pour quelque chose? Est-ce que cette paix-là, la devient? J'ai toujours été comme ça. Oui. Même quand je vivais tout seul là dans les bois, jamais je m'ennuyais. Même une fois, j'ai été 2 mois à ne pas pouvoir aller voir mes pièges ou trapper parce que je m'étais fait mal en marchant. Je m'étais partiellement brisé en air ici. Et puis c'est en rencontrant un trappeur qui m'a averti de ne pas mettre mes raquettes aux pieds puis rester autour du camp. Il dit, moi j'ai eu la même chose et puis le nerf a cassé. C'est une opération qui m'a coûté 350 $. Il me dit, tout un hiver de trappe. Alors là, je suis resté tranquille, mais je ne me suis pas ennuyé une minute. J'étais toujours occupé à quelque chose. Pourquoi j'oubliais jamais ce que Gagnon m'avait dit? Ne jamais laisser de vous ennuyer plus que 2 heures de temps. La limite pour que vous combattez l'ennui. Vous avez raison. Ce serait le secret pour tous les êtres humains. Exactement. Quand quelqu'un dit « je m'ennuie », c'est parce que il s'endorme. Avez-vous l'impression que vous avez encore beaucoup à faire? Il y a des fois, j'ai l'impression que je fais que de commencer. On dirait qu'il n'y a pas de commencement puis il n'y a pas de fin. Mais je crois que la plus belle des choses, c'est de pouvoir venir au monde avec un goût d'une chose, puis rester dans ces choses-là, parce qu'alors ça veut dire que c'est solidement ancré en soi. C'est pas un goût,
c'est pas l'argent qui nous mène, là, dans ce temps-là, c'est un goût, une passion. Hein. C'est comme si vous essayez de questionner, par exemple, comme Gabriel Roy, sur ses livres, tout ça. Je suis certain que Gabriel Roy devait avoir déjà le goût d'écrire toute jeune quand elle enseignait ces écoles-là, comme un des derniers livres qu'elle a écrit, Ses enfants que... Comment c'est déjà son titre? Ses enfants que... J'ai son livre là. Ses enfants de ma vie. C'est bien écrit ça. Elle a un coup de plume extraordinaire. Hein. Vous trouvez le temps de lire? Pardon? Vous trouvez le temps de lire? Ah oui, je lis beaucoup. Beaucoup. Mais je lis rarement un livre d'un coup. Je prends dans un livre, puis je prends un peu dans un autre, puis dans un autre, ainsi de suite. Comme ça me repose beaucoup. Vous allez peindre beaucoup cet été? Non, non, j'irai jamais, j'irai pas même faire un dessin aux alentours. Vous allez profiter de la nature? Si je travaille, je vais continuer ce que je fais là, dans mon studio. J'ai que ce but qui me reste, pas d'autre but.